Okay, welcome. Thank you. I have my wonderful translator, and so I apologize for speaking in English, but my French is terrible. So that will be the struggle for today. Je m'excuse de parler en anglais, mais mon français n'est pas très... No. No. Okay, that's it. Okay, I'm going to talk about St. Paul's School, an elite school in Concord, New Hampshire, which I attended as a student. And so I'll begin by giving you a sense of the school and its place in American history. Donc je vais vous parler de l'école de Saint-Paul qui est située à Concord dans le New Hampshire. J'y étais étudiant, donc je vais commencer par revenir un petit peu sur son histoire. St. Paul's was founded in 1856 and has since become one of the dominant educational institutions for children 14 to 18 years old. It's one of the wealthiest institutions in the world. It has an endowment right now of around $750 million and has 500 students. Saint-Paul est une institution qui a été fondée en 1856 et qui est devenue aujourd'hui l'une des institutions dominantes, l'institution scolaire dominante aux États-Unis, qui accueille des élèves entre 14 et 18 ans, qui est également l'une des plus riches au monde, puisqu'elle a une dotation de 750 millions de dollars. And to give you a sense of the institution, I'll just take 1 year of a graduating class, or actually a group of students who lived together. One of them was John Kerry, the President Secretary of State and former senator. He lived with Robert Mueller, who was the head of the FBI, along with Ed Pillsbury, one of the heirs to one of the biggest fortunes in the United States, and Gary Trudeau, an artist who is the illustrator of Doonesbury, a famous political comic. Donc, pour vous donner un peu une idée de ce qu'est Saint-Paul, si on regarde une année d'élèves qui sont sortis de l'institution, vous avez John Kerry, qui est un ancien sénateur et qui était le ministre des Affaires étrangères américain, l'ancien directeur du FBI, Robert Mueller, Ed Pillsbury, qui a l'une des plus grosses fortunes actuelles, et Gary Trudeau, qui est un artiste de bande dessinée, de comics politiques très célèbre. Yeah, so cultural, political, economic life of America, many of the people who are central to this come from St. Paul's. Donc au niveau de la vie politique, économique et culturelle américaine, la plupart des gens qui occupent une place centrale sont issus de Saint-Paul. When I was a student, the most common college students would attend would be Harvard after St. Paul's, and would go on to take positions of power in American society. So of the Fortune 100 companies, 17% of the directors of those companies are from a school like St. Paul's or 5 others. Donc quand j'étais étudiant, l'université dans laquelle les gens allaient principalement après le lycée, c'était Harvard. Et après ça, ils occupaient des postes, des positions dans la société américaine. Par exemple, 17% des directeurs des 100 plus grosses entreprises sont passés dans des institutions scolaires similaires à Saint-Paul. In France, this is probably not a surprise. In the United States, when people are made aware of these institutions, they're shocked. So St. Paul's is not a public institution in the sense that it's widely known or recognized. And part of what I do in the book is to both reveal a year in the life of the institution, but also speak to Americans about elements of aristocracy within their society. Donc pour un public français, ces informations ne sont sans doute pas surprenantes. Par contre, pour un public américain, c'est beaucoup plus choquant. Saint-Paul n'est pas une institution publique, c'est-à-dire qu'elle n'est pas reconnue et connue en tant que telle. Donc l'un
l'un des enjeux du livre, c'est de révéler 1 an et demi de ce qu'est la vie quotidienne dans l'institution, mais également d'apporter un certain nombre d'éléments sur sur l'aristocratie américaine. And so I am interested in processes of class reproduction, but the arguments that I'll make in the book and that I'll talk through today are a little bit different than the arguments of class reproduction that I draw upon a lot for my theoretical framework, which is the work of Pierre Bourdieu. And so what I hope to show today is the dynamics of American class reproduction under a different kind of cultural logic. That was hard. Donc, normalement, je m'intéresse beaucoup aux théories de la reproduction sociale, mais la thèse que je voudrais défendre aujourd'hui est légèrement différente. Même si je m'appuie beaucoup sur le travail de Bourdieu, je vais analyser les dynamiques de reproduction sociale, notamment de classe, d'une manière légèrement différente. The book begins with 2 characters, me and a man named Chase Abbott. Donc le livre s'ouvre sur la présentation de 2 personnages, Oui. Shamus et un étudiant qu'il a choisi d'appeler Chase Abbott. Yes. And it begins this way for 2 reasons. Chase Abbott stands in as a kind of classic Bourdieuian character, in the sense that he is the kind of person following the theories of Pierre Bourdieu that you would expect to be quite successful within the institution. And I represent something a little bit different. Donc ça commence de cette manière parce que Chase Abbott, on pourrait le voir comme un personnage bourdieusien assez classique. Du fait de ses caractéristiques, on pourrait penser qu'il serait dans une situation de réussite dans l'institution. Shamus, en revanche, lui, est dans une position un peu plus différente. In the opening, I asked Chase, who was a student while I was doing an ethnography there for the year, how he ended up at St. Paul's, and he became very upset at the question, primarily because he began to tell a long history, a history of his family and a history of the school, and suggested that there was no way that you could understand one without the other. Donc, j'ai commencé par lui poser une question. Donc, c'était dans le cadre d'une ethnographie d'1 an, et donc Chase était étudiant à l'époque. Et cette question sur comment il s'est retrouvé à Saint-Paul l'a particulièrement énervé. Et il a commencé à répondre en racontant l'histoire à la fois de sa famille et de l'institution. Les 2 étaient entremêlés, et l'idée qu'il avançait, c'est en fait qu'on ne pouvait pas comprendre l'un sans l'autre. At the end of his history lesson to me, he turned the question around and said, "How did you end up here?" And in a kind of accusation. Donc, après avoir terminé son histoire, il a retourné la question à Shamus d'une manière assez inquisitrice en disant « Et comment est-ce que vous vous êtes retrouvé ici ?» Chase knew that my story was very different than his. My mother was from Ireland, my father was from Pakistan. They had both moved to the United States in the 1970s. And though my father had become a very successful surgeon, neither were born rich at all. In fact, they were born quite poor. Donc Chase savait que l'histoire de Shamus était sensiblement différente. Sa mère est née en Irlande, son père au Pakistan. Même si son père est devenu un chirurgien célèbre et accompli, son père comme sa mère ne sont pas nés riches, ils sont nés dans la pauvreté. This is a change at the heart of American educational institutions. One where the institutions were set up and established to assist in a kind of family reproduction, to one where the demographics of these institutions has radically changed over the last 40 years. Donc il y a ici un changement profond au cœur des institutions scolaires américaines qui jusqu'à présent étaient basées sur une reproduction familiale, mais qui ont radicalement changé au niveau démographique depuis les 40 dernières années. If you look, for example, at the student body of a place like Columbia, an Ivy League school where I teach, or Harvard, one that's a little better, although people would be very upset to hear me say that, you would see that the student bodies have changed radically. To
Today, there are majority-minority institutions, meaning less than half the students are white, and the number of students who are black and Latino, for example, is proportional to their position in society, which is very surprising given their economic background and even their academic performance before entering college. Donc par exemple, si on regarde le corps étudiant d'institutions d'élite telles que Columbia ou Harvard, le corps étudiant a profondément changé, même si c'est un petit peu mieux à Harvard, mais Shamus serait pas, je pense qu'on lui en voudrait de dire ça. C'est aujourd'hui des institutions qu'on appelle majoritairement minoritaires, dans lesquelles la population, les étudiants blancs représentent moins de 50% du corps étudiant, et où les étudiants issus de minorités afro-américaines ou latinos sont représentés à proportion de leur part respective dans la population américaine. And so this transformation is seen in some ways as a core realization of the promise of American democracy. Yet it happens under conditions of the massive increase in inequality more broadly, and the massive increase in inequality, economic inequality, within which these elite schools play an intimate role. Donc cette transformation pourrait être interprétée comme une réalisation essentielle de ce qu'est la démocratie américaine. Cependant, ces transformations ont eu lieu dans des conditions d'accroissement assez phénoménal des inégalités économiques notamment, dans lesquelles les institutions d'élite jouent un rôle essentiel. This to me sets up a kind of fundamental puzzle, and the puzzle is, how is it that elite institutions could open up so radically to those that they had excluded, and yet inequality at the same time increases? Donc il y a ici un paradoxe assez fondamental. Comment se fait-il que les institutions d'élite se soient ouvertes de manière aussi radicale à ceux qu'elles excluaient auparavant, et en même temps que les inégalités aient augmenté? At the core of many of our explanations of inequality are assumptions about patterns of exclusion. So why do we have inequality? We have inequality because there are resources that people don't have access to, and because they don't have access, others are able to hoard them and take advantage of that hoarding and increase the overall level of inequality in society. Donc l'une des explications qu'on trouve habituellement des inégalités, ce serait des schémas, des phénomènes d'exclusion dans lesquels des gens n'auraient pas accès à un certain nombre de ressources qui seraient monopolisées, concentrées par un groupe de personnes. And so, if we were to look at the United States, for example, from the 1960s to today, we would see two very competing phenomena. One, the massive increase in inclusion, especially along lines of race and gender, within all kinds of institutions, from employment to education, and at the same time, a massive increase in inequality. Donc si on regarde les États-Unis des années 60 jusqu'à aujourd'hui, il y a deux phénomènes concurrents, antagonistes qu'on peut observer. D'un côté, une augmentation de l'inclusion en termes de race et de genre dans le monde du travail, mais aussi au niveau éducatif, et en même temps une augmentation des inégalités. And so part of the explanation must of course be the dynamics of class, and in the United States we have a rather impoverished language of class, and so these are challenging explanations, not so much to generate as a scholar, but to advance as an intellectual. Donc l'une des lignes d'explication, évidemment, on va voir avec les dynamiques de classe. Le problème, c'est qu'aux États-Unis, c'est assez difficile c'est un discours qui est assez difficile à rendre audible, pas forcément au niveau académique, mais de manière plus générale, dans une position d'intellectuel parlant au grand public. But what I want to talk about for the rest of today will be the cultural logic underpinning this transformation, and how fundamental shifts in the elite have adapted to the claims made by rights movements that have been central to the increasing social inclusion of those who were previously excluded, while at the same time facilitating the rise in inequality.
Donc ce dont Shamus veut parler aujourd'hui, c'est les logiques culturelles qui sous-tendent ces transformations et les changements dans la manière dont les élites se sont adaptées aux revendications des mouvements sociaux des 50 dernières années, dans un contexte à la fois de plus grande inclusion sociale et en même temps d'augmentation des inégalités. And the ways in which I'll try and explain this is a shift in the logic of the elite from what I describe in the book as a logic of entitlement to a logic of privilege. Et donc l'une de ces manières dont ces transformations dans la logique des élites s'est produite, c'est qu'on a un passage de la prérogative de naissance au privilège acquis. And wait, how is the entitlement? Prérogative. Okay. I don't. I'll define entitlement or prerogative as the sense that one's family connections, personal history, social position in the world, and cultural tastes are sufficient for entry into elite institutions. This is the attitude of Chase Abbott. Donc, la manière dont Shamus définit la prérogative, c'est le sentiment, l'impression que des connexions familiales, une histoire personnelle, des positions sociales et des goûts culturels sont suffisants pour prétendre entrer dans une institution d'élite. Et c'est typiquement le cas de Chase Abbott. This explanation would effectively say that one's social, cultural, and symbolic resources should be sufficient for entry and would be publicly recognized as such. Donc cette explication dirait que les ressources culturelles, symboliques et sociales sont suffisantes pour intégrer ces élites. I'll argue that this logic has been radically undermined. Donc l'argument de Shamus consiste à dire que cette logique a profondément changé, a été profondément déstabilisée. By contrast, privilege is the sense that one's individual level attributes are what explains one's position in society, so that entrance into the elite is because one is very skilled. Le privilège, en revanche, consiste à dire que ce sont les attributs individuels qui expliquent la position sociale et que l'entrée dans l'élite est due aux compétences, aux qualifications d'un individu donné. In this sense, privilege is the adaptation of the elite to cultural transformation that was driven primarily by the civil rights movement, say people like Martin Luther King, who argued that it should not be the color of one's skin but the contents of one's character that mattered, or that dimensions of groupings are the ways in which we group people together by family, culture, symbols, class, were insufficient to produce one's social position, and the elite have adopted to this. That was too long, I'm sorry. Donc le privilège en fait correspond à l'adaptation de l'élite aux transformations culturelles issues du mouvement des droits civiques. Vous avez quelqu'un comme Martin Luther King qui par exemple disait qu'on pouvait juger de la valeur d'un individu non pas à la couleur de sa peau mais au contenu de sa personne, de sa personnalité. De même, l'assignation à différents groupes était vue comme insuffisante pour expliquer les positions sociales. And so it's the undermining of this group-like logic and the rise of a kind of individualist narrative that I think is actually relatively recent in American elites and is an important transformation in facilitating the rise in economic inequality. Donc en réalité, ça sape les logiques de groupe avec un accroissement, une augmentation des discours individualistes pour justifier l'appartenance à l'élite. Et c'est assez récent dans la formation des élites américaines et ça joue un rôle de justification important au niveau des inégalités économiques.
The book both argues with and against Bourdieu, and it does so primarily by using concepts of Bourdieu's to engage with arguments that he developed in the French case. I would not say it's a corrective, but simply kind of application to the American case, which generates a different set of insights. Donc le livre utilise beaucoup Bourdieu et en même temps le critique. Il utilise beaucoup des concepts de Bourdieu qui ont été développés pour analyser la situation française, mais il ne faut pas voir l'ouvrage comme une sorte de correction de Bourdieu, mais plutôt comme une application de ses analyses dans un autre contexte. And so when I say that I begin with Chase Abbott as a classic Bourdieuian character, what I meant was that he was the kind of person you would expect to be very successful at the institution. He had the right habitus coming in. He'd been at institutions like this before. His family were from the kind of place. He should have had a great deal of comfort at the institution. Donc quand Shamus dit que Chase est un personnage bourdieuien classique, c'est qu'on pourrait s'attendre à ce qu'il réussisse réellement dans l'institution, étant donné qu'en arrivant, il avait le bon habitus, que sa famille avait déjà fréquenté cette institution-là et qu'il pourrait se sentir à l'aise dans cet environnement. Yet the reason I met Chase Abbott was because, as part of my fieldwork, I was a teacher at the school, and I was also working for the academic dean. And Chase Abbott was doing incredibly poorly at the institution. In fact, he was struggling socially and academically, in large part because people resented the degree to which he expressed a kind of entitlement. La raison pour laquelle Shamus a rencontré Chase, Shamus enseignait à l'école et était en même temps intégré à l'équipe administrative dans le cadre de ses recherches de terrain. Et en réalité, Chase avait des très mauvais résultats à l'école, s'en sortait ni scolairement ni socialement et créait beaucoup de ressentiment de la part des autres étudiants qui étaient agacés par son attitude ses prérogatives et héritier. Son attitude d'héritier. We could do a collective translation. In this sense, when you look at someone like Chase, it's important for me to note that not everyone who shared his family background and socialization acted the way he did. In fact, he was from a very specific sector of the upper class, which was relatively downwardly mobile, which is to say that they had an enormous amount of money, but they were not working in finance anymore, and not making huge amounts of money. Donc Chase tous les gens qui ont les mêmes origines sociales que Chase n'ont pas exactement la même attitude. Et en fait, Chase appartient à un secteur très spécifique des élites, des classes dominantes, qui sont dans une trajectoire sociale descendante, qui ont certes une fortune énorme, mais qui ne travaillent plus dans la finance. In this sense, he's like many kinds of actors which draw upon the resources available to them to try and advance their position. For him, the most valuable resource in this context was not his financial wealth, which was considerable in other contexts, but not so much at a place like St. Paul's, where there are children of billionaires. But instead, to suggest that his family connections, his heritage, really was important, and this is why he failed. Comme beaucoup d'autres, Chase utilisait les ressources disponibles pour avancer, pour progresser, mais les ressources qui lui étaient utiles dans le cas de Saint-Paul n'étaient pas les ressources financières, puisqu'il y a un certain nombre d'élèves qui sont fils de milliardaires. En réalité, c'est plutôt ses ressources familiales, son capital social et son héritage
qu'il utilisait, et c'est aussi la raison pour laquelle il était en situation d'échec. Others, very similar to him, would in fact reject this logic and instead suggest that it wasn't that their families had gone to the school for generations that they were there. Instead, it was because they were very intelligent, very hardworking, and that they had achieved a tremendous amount. Donc beaucoup d'autres dont les trajectoires sont assez similaires à celles de Chase rejetteraient cette logique et considéraient qu'ils sont là non pas pour des raisons familiales, en raison de leur héritage, mais parce qu'ils sont très intelligents, qu'ils travaillent beaucoup et qu'ils ont réussi beaucoup de choses. But this was a kind of presentation of self, not an actual realization of hard work, because there is a danger with the narrative of hard work, which is to say that if fully embraced, one could be outworked. And so it was a rhetorical move more than an actual move in practice. Ce genre de présentation de soi n'est pas néanmoins complètement réalisé, parce que si on travaille trop, si on accorde trop d'importance au travail, au bout d'un moment, on est dépassé. Donc c'est plus un coup rhétorique qu'autre chose. And so, again, drawing upon Bourdieu, the argument is that what the students develop is a sense of ease, a suggestion that they're working all the time, that it's what they're doing, but a kind of disposition or an embodied relationship to the world that didn't seek to display that work at all. Donc, en s'appuyant à nouveau sur Bourdieu, l'argument qu'avance Shamus, c'est de dire que ça développe un sens de l'aisance, c'est-à-dire qu'on suggère qu'on travaille en permanence, mais la manière dont les dispositions, le rapport au monde ont été incorporés montre qu'en fait, on ne travaille pas tant que ça. There's an interesting side note to the French audience. Initially, when I wrote the book, I did not use the word ease, I used the word habitus. And my publisher refused to let me use it, saying it was too scholastic, and made me change it, which is why now I'm known for the phrase ease, which is simply was a translation that it was imposed upon me. Donc, une petite remarque pour le public français. Au départ, Shamus ne parlait pas d'aisance, il parlait d'habitus. Mais son éditeur a dit que c'était beaucoup trop scolastique, beaucoup trop universitaire, et donc l'a forcé à changer de terme. Et du coup, ironiquement, maintenant, Shamus est connu pour utiliser le terme d'aisance, alors même que c'est pas le terme qu'il voulait utiliser. This ease has a very particular character, and the way in which I think about it is learning to treat hierarchical relationships like ladders, not ceilings. Donc l'une des caractéristiques particulières de l'aisance, c'est qu'on apprend à traiter les hiérarchies non pas comme des plafonds, mais comme des échelles. And there are many ways in which we could think of a hierarchical relationship. One is that it creates limits to entry, but another would be that hierarchies create the conditions for and the possibilities of mobility, as in steps on a ladder. Donc il y a plusieurs manières de penser la hiérarchie. On peut considérer d'une part qu'il s'agit de limites, de limites qui sont imposées pour entrer, mais on peut également voir ça comme les conditions et les possibilités d'avancer, un peu comme les échelles, les barreaux d'une échelle. This may be a very particularly American relationship to a hierarchy. But it was one that was the students really worked to produce, and there are sort of two characteristics about it that I want to talk about. Donc c'est peut-être une manière très américaine de considérer la hiérarchie, mais c'est quelque chose que les étudiants s'attachaient vraiment à produire, et donc il y a deux caractéristiques sur lesquelles je voudrais maintenant insister. The first is the way in which one learns to treat a hierarchy like a ladder, how one produces that effect. And the second is why one would want to do this at all. Donc la première chose, c'est la manière dont on apprend à traiter la hiérarchie comme des échelles, et la deuxième, c'est
se demander pourquoi est-ce qu'on traiterait la hiérarchie de la sorte tout court. The interactive skill of treating a hierarchy like a ladder involves collapsing social distance of a hierarchy while preserving the hierarchy itself. And this is actually a very difficult thing to learn to do, which is to interact with someone above you such that they feel physically like proximate to you or close to you, but they do not feel threatened as if you're treating them as if you're equivalent. Yeah, sorry. Cette compétence interactionnelle qui consiste à traiter les hiérarchies comme des échelles, en réalité consiste à escamoter la hiérarchie, le sentiment de hiérarchie, tout en la préservant. C'est-à-dire qu'on donne l'impression que la personne avec qui on interagit est sur un pied d'égalité, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. You can have intimacy without threat. Donc on peut avoir l'intimité sans qu'il y ait de menace. Different kinds of students have different skills or capacities of producing this. So for working class students, for example, this was a very difficult skill to produce. Either they were too distant in the relationship or too familiar. Tous les étudiants n'ont pas la même n'ont pas les mêmes compétences pour produire ce type d'interaction. Par exemple, les élèves de classe populaire étaient soit trop proches, soit trop distants. Yes. And in this sense, the key skill of success, this embodied sort of ease of negotiating hierarchy, had embedded within it a clear kind of class dynamic. But this class basis of the skill was largely invisible. Donc là, can you repeat? Yeah. There's a clear class basis of the skill, but it's not present. It's not noticeable to people. It's just embodied. It seems like it's what they do. Donc il y a une réelle, un fondement de classe à ces compétences interactionnelles, mais elles sont invisibles, c'est-à-dire qu'on ne voit pas que c'est ce que sont en train de faire les gens. Yeah. The second part of this, why would one produce this, is that for the elite, hierarchies are incredibly important because they help preserve a position. So it's a very obvious, almost functional explanation, but it's important to state. Donc la deuxième partie de ce que voulait dire Shamus, pourquoi est-ce qu'on veut produire ce sentiment-là, c'est quelque chose qui est peut-être très évident, même fonctionnaliste, mais qui est quand même là, c'est-à-dire que les hiérarchies sont très importantes pour les élites puisqu'elles leur permettent de préserver leur position sociale. And as a part of this, there's a sense that hierarchies can be just. That is, if they allow for mobility, a hierarchy is a just structure. If it limits mobility, it's an unjust structure. So if it's a ladder versus a ceiling, it has a very different character. Donc, l'idée ici, c'est que les hiérarchies peuvent être justes. Si elles permettent la mobilité, elles sont justes. Par contre, si elles la limitent, elles ne le sont pas. Et c'est là qu'on voit la différence entre les échelles d'un côté et le plafond de l'autre. There are moments, there are moments where the injustice of hierarchy was incredibly clear. And in these moments, hierarchies would quickly be abandoned by the institution. Donc il y avait des moments où l'injustice de la hiérarchie était particulièrement claire et dans ces cas-là, elles ont été abandonnées par l'institution. The example that comes to mind immediately is the school is a religious school and everyone sits together in a chapel. And they sit in a hierarchical seating pattern. So the most senior people sit in the very back of the chapel, the newest people sit in the very front. Donc Saint-Paul est une école religieuse, il y a notamment une chapelle dans laquelle l'intégralité de la communauté est assise et se réunit, et les gens sont placés de manière hiérarchique, les plus jeunes sont devant et les plus vieux sont au fond. Here we see hierarchy built into the very structure of the institution.
Donc ici, on voit que la hiérarchie est vraiment imprimée, incrustée dans la structure même de l'institution. But the year after I left the school, something happened. The school had hired a group of new faculty who were primarily African American. Donc après le départ de Shamus de l'école, donc une fois qu'il a eu son diplôme, quelque chose s'est produit. Saint-Paul a embauché un groupe de nouveaux profs, dont beaucoup étaient afro-américains. This created a crisis at the institution because of the structure of the hierarchy, which was that all of the assigned seats for the African Americans were all in the same place. And it evoked an image in the American mind of the kind of busing that was happening where black people had to sit in particular locations during the civil rights movement. Donc ça a créé une crise réelle dans l'institution, du fait même de la structure de la hiérarchie, puisque tous les sièges qui étaient occupés par les nouveaux professeurs rappelaient, pour n'importe quel Américain, le contexte de ségrégation dans lequel les Noirs étaient assis à certaines places dans les bus par exemple. And so, instantly, for the first time in 150 years, the seating in the chapel was changed, and the hierarchy was abandoned. Et donc, instantanément, et pour la première fois en 150 ans, la structure hiérarchique des sièges, des places dans la chapelle a été abandonnée. When the hierarchy revealed patterns of systematic inequality, it could not be comfortably inhabited by the institution. Donc quand la hiérarchie révélait de manière trop flagrante des formes d'inégalité systématiques, elle ne pouvait pas être tolérée par l'institution. The chapel is structured physically like a kind of cross, so that there's the top section where the African Americans were sitting, and then there's a little gap, and then there's another section. Donc la chapelle est structurée un peu comme une croix. La section supérieure est occupée par les Afro-Américains. Ensuite, vous avez un de fossé, et puis il y a une autre section. And interestingly, as soon as enough of the African American teachers had been teaching for long enough that they were on the bottom half of the cross, the hierarchical seating was instantly returned to. Et de manière assez intéressante, quand il y avait suffisamment de professeurs afro-américains qui avaient enseigné depuis suffisamment d'années à Saint-Paul, la structure hiérarchique s'est réinstituée et this transformation reveals something about the relationship to these hierarchies that you see at this institution, which is that they're built into its fabric, but they're seen as not producing systematic inequalities. And when they do produce systematic inequalities, this process is hidden. On voit ici la transformation de la relation de l'institution à la hiérarchie. Les hiérarchies sont inscrites dans l'institution, mais lorsqu'on voit de manière trop flagrante qu'elles produisent des inégalités systématiques, alors elles sont dissimulées. It's amazing the work that this takes when you think about it for a moment, that people are actually thinking about these dynamics such that they get rid of the hierarchy even before it created a problem. So actually the seating was changed before anyone ever sat down, and someone clearly was counting to wait for them to move beyond this particular place so that they could return to what they think of as central to the institution, which is hierarchical relations. Donc c'est assez soufflant quand on y pense, quand on pense au travail que ça nécessite. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont pensé ça en amont, qui se sont débarrassés du problème avant même qu'il apparaisse, et qui ont compté les années qui permettraient de réinstaurer la hiérarchie traditionnelle, puisqu'elle est au cœur, puisque les relations hiérarchiques sont au cœur de l'institution. This too I think of as part of a new logic of the elite.
which has a kind of challenging relationship with hierarchical relations, and how it is that they can produce just rather than unjust modes of social life. Donc, tout ça est en partie lié à une nouvelle logique des élites qui ont un rapport compliqué et conflictuel avec les hiérarchies, qui veulent qu'elles soient justes plutôt qu'injustes dans les modes de vie sociale. What I try to show in the book is that this dynamic of ease creates an interactional way where the hierarchies can be present but not acutely felt, and that ease is heavily patterned relative to one's social class. Donc, ce que montre Shamus dans le livre, c'est que les dynamiques de l'aisance et les interactions dans lesquelles elles s'inscrivent font que les hiérarchies sont présentes, la hiérarchie est présente, mais elle n'est pas explicitement ressentie comme telle, et l'aisance est en réalité directement corrélée aux appartenances de classe. And in fact, when people suggest that there is a deep class patterning to a process, as Chase Abbott does, they're aggressively confronted and actually often excluded from the institution. Donc quand il y a des gens comme Chase Abbott qui suggèrent que l'appartenance à l'institution est liée à une appartenance sociale, ils sont immédiatement critiqués par les autres membres de l'institution. In fact, I saw young students, a student I named Evan Williams in the book, aggressively confronted anytime he suggested that his social background should be important or was important in any way. Donc, par exemple, Shamus a vu que l'un des élèves, Evan Williams, a été très fortement critiqué à chaque fois qu'il suggérait que son appartenance sociale avait une quelconque importance. There is an enormous disciplining process to students to develop a kind of corporeality that was an attempt to be unconnected to their social background. Donc il y a vraiment un processus disciplinaire extrêmement fort de développer une corporéité, une manière d'être qui soit déconnectée des appartenances de classe, des appartenances sociales. In many ways, again, as I said earlier, this is a Bourdieuian argument, but a slightly different take on it within the particularly American context. Donc là encore, comme Shamus l'a dit tout à l'heure, c'est un argument assez bourdieusien, mais avec une petite tournure légèrement différente, légèrement américaine. Let me try and pull this together somehow, a kind of conclusion, and then we can open it up for questions. Yeah, I can say that and then I'll... Donc je vais essayer de résumer tout ça, de vous expliquer tout ça, et puis ensuite on passera aux questions. I'd like to suggest that we have both a new elite in the United States and a new form of inequality. Donc la thèse que je voudrais avancer, c'est qu'on a aux États-Unis à la fois une nouvelle élite et une nouvelle forme d'inégalité. We have an increasingly open elite within conditions of increasing inequality. On a une élite de plus en plus ouverte dans des conditions d'inégalité de plus en plus grandes. The civil rights fights 50 years ago argued primarily for access, and the elite have not just responded but embraced this. Donc les luttes pour les droits civiques il y a 50 ans luttaient beaucoup pour l'accès, et les élites non seulement ont répondu à ça, mais l'ont accueilli et l'ont encouragé. The elites no longer explicitly build moats and fences around resources or rely upon a sense of entitlement. Donc aujourd'hui, les élites ne construisent plus des digues ou des barrières autour des ressources et ne sont plus construites sur des logiques de prérogatives de naissance. Something different is happening, and it's important for us to try and make sense of this shift in the elite character. Donc il y a quelque chose de différent qui est en train de se passer, donc c'est important qu'on arrive à
comprendre et appréhender ce qui se passe, pour comprendre le nouveau visage des élites. I'd suggest that, in fact, the new form of the elite is more pernicious than the previous. And I don't know about the translation of the word pernicious. Donc ce que je voudrais suggérer, c'est que cette nouvelle forme des élites est en réalité plus pernicieuse. I didn't know this word. It's French. It's French, obviously. Que l'ancienne élite. And that pernicious form is one that, in fact, is, I would suggest, just as based in a set of conditions of social background, but where the basis in social background is often erased or obscured. Donc, cette forme pernicieuse est tout autant basée dans les conditions d'appartenance sociale que l'ancienne élite, mais ces bases-ci sont souvent masquées et souvent dissimulées. My favorite example of this is the rise of what we think of as the cultural omnivores among the elite. Donc l'exemple que préfère Shamus pour illustrer ça, c'est la naissance, l'apparition des omnivores culturels pour illustrer les élites. We see within the elite an omnivorous set of cultural tastes, which is not to say that their tastes aren't quite patterned. It's just that the pattern is different than a pattern of exclusion. Instead, it's a pattern of inclusion. Donc les omnivores culturels développent des goûts qui ont certaines régularités, mais qui ne sont plus basés sur des logiques d'exclusion, mais sur des logiques d'inclusion. The cultural logic of this is one where the elite individually select from a range of cultural objects, a kind of cultural buffet, and express their individualism through that selection. Donc la logique culturelle à l'œuvre, c'est que les élites choisissent individuellement, comme dans une espèce de buffet culturel, ce qui les intéresse. No, I think I forgot the end of it. No, they range from a range. Oh, it expresses their their individuality. Et cette omnivorité exprime leur individualité. So, in contrast to previous cultural tastes, which were heavily patterned and exclusionary, they were grouped as a kind of class. Whereas today, the multicultural or omnivorous capital suggests that, like, they're selected on an individual basis of taste. Donc avant, les goûts culturels étaient beaucoup plus liés aux groupes sociaux, alors qu'aujourd'hui, le capital multiculturel, le capital omnivore est beaucoup plus individualisé. To quote the great scholar and American thinker Thomas Friedman, that's a joke, the world is flat under this perspective, and elites are picking and choosing the variety of things they wish. Donc pour citer ce grand intellectuel que n'est pas Thomas Friedman, le monde est plat et les élites peuvent choisir un petit peu ce qu'elles souhaitent. And when we think about this, then we see that why is the implication, and that implication is, why are the poor poor? Well, because they're close-minded. They don't participate in this kind of omnivorous patterning of taste. And the fault of their position is in the fact that culturally and interpersonally they're closed off. Et donc les implications, si on regarde un petit peu les applications de ça, quand on se pose la question de savoir pourquoi les pauvres sont pauvres, la réponse est qu'en réalité ils sont fermés d'esprit, ils sont étroits et qu'ils n'ont pas de goût omnivore. Et qu'ils sont finalement fermés, étriqués sur le plan culturel. Whereas previously we thought of the elite in the United States as having a kind of class character with heavily patterned and exclusionary tastes, now they pick and choose from everything available, whereas the poor have the kind of class character that the elites used to have, which makes them a kind of close-minded group. Donc, auparavant, les élites aux États-Unis avaient
un côté très, très fermé, des goûts culturels très, très exclusifs. Mais aujourd'hui, elles peuvent un petit peu choisir ce qui les intéresse. Et ce sont peut-être les pauvres qui, eux, sont dans une situation de classe fermée qui était celle des élites auparavant. And so we can think about the elite as being part of an important cultural shift of individualization, which plays centrally to the logic of a kind of capitalism, which suggests that the reason they have what they have is because of a set of individual level skills, qualities, and hard work. And the reason that others don't is because they're closed off to opportunity. The elite have what they have because Donc, they're... il y a dans ces transformations culturelles des élites un phénomène d'individualisation qui joue évidemment dans les logiques capitalistes. Et en réalité, si les élites ont ce qu'elles ont et si elles ont toutes les compétences qu'elles ont, c'est parce qu'elles sont intelligentes, c'est parce qu'elles travaillent. Et par conséquent, si les pauvres sont pauvres, c'est parce que ils ne travaillent pas. And this embrace has really enabled a massive expansion of the individual level rewards within economic markets, particularly in the United States, all while at the same time blaming the poor for their poverty. And it suggests a kind of elite which I think it's not actually the explanation for why they are where they are, but it's the one that they mobilize to great effect and advantage. Et donc tout ça, ça permet d'exprimer ça correspond à une individualisation des gratifications, notamment dans les niveaux économiques, et dans le même temps, ça permet de rejeter la faute, d'accuser les pauvres d'être pauvres, de dire que les pauvres sont pauvres parce que c'est de leur faute. C'est évidemment pas l'explication que défend Shamus, mais c'est l'explication qui est mobilisée par les élites. The elite then have adopted the language of the civil rights movement and its logic in order to further oppress the most marginal in society. And I'll end there. Donc en réalité, les élites se sont appropriées la logique du mouvement des droits civiques et l'utilisent pour opprimer davantage les classes populaires. Yeah. Okay. Thank you. Merci. So, questions? J'ai une question, peut-être pour faire, avec l'actualité récente, justement, je ne sais plus si c'était à l'université d'Harvard, où il y a eu des visages de professeurs de l'université noirs qui ont été rayés. Et je voulais savoir justement si ça faisait écho aussi avec ce que vous montrez dans votre ouvrage, ou même là on serait à une nouvelle phase où on reviendrait presque à un état antérieur en fait, où on voudrait réintroduire en fait des logiques ségrégationnistes. Yeah, I mean it's a very interesting context. I think actually it's so I'll say 3 things about this. Donc c'est un contexte très intéressant et je vais donc développer 3 points. First, is that one of the professors at Harvard, who had his own name crossed off, wrote a very interesting op-ed in the New York Times, which I would encourage you to read, about this experience. And so part of what I'm going to say will be stolen from him, and this is Randall Kennedy. Donc l'un des professeurs Harvard dont le nom a été griffonné a écrit une tribune dans le New York Times dont Shamus va globalement reprendre les lignes. Ce professeur s'appelle Randall Kennedy. Kennedy suggests, and I might believe him, that it's not clear what the statement meant of crossing out their faces. In fact, it could have been an act of political protest on the part of minority students to suggest the consistent silencing of those faculty. And this is one of his theories of, in fact, what was happening. Donc, pour Kennedy, c'est pas tout à fait... on peut pas vraiment expliquer ce qui s'est passé,
c'est pas très, ce qui s'est passé n'est pas très clair. Ça pourrait être un acte de protestation, de résistance politique qui montrerait que on réduit les professeurs issus des minorités au silence. But he also brings up, or not, he doesn't really bring it up as systematically, that a cross through someone's face often implies a threat of violence, and in fact that they have been killed. And so it is clear that there are multiple meanings of this particular phenomenon. Et en même temps, Kennedy dit, enfin il ne le dit pas vraiment comme ça, mais il le dit, que rayer le visage de quelqu'un, c'est une forme de menace, et c'est quelque chose qu'on fait quand quelqu'un a été tué. Ce qui veut dire qu'en fait, cet événement particulier a plusieurs sens, a des sens multiples qui ne sont pas évidents à analyser. What is clear is that the acceptance of, with either of these explanations, the acceptance of black scholars on elite campuses like Harvard Law School is questioned through either of these explanations, either because there's an act of political protest which suggests that they're silent and unable to wield power, or that their presence is illegitimate. Ce qui est clair dans les deux cas, c'est que l'acceptation de la présence d'universitaires noirs sur un campus d'élite tel que la fac de droit d'Harvard est remise en question, quelle que soit l'interprétation qu'on choisit. C'est-à-dire que si on considère que c'est un acte de protestation, ou si on considère que c'est une menace, leur présence ne va pas de soi et n'est pas reconnue comme More theoretically, just in response, given my own arguments, there's a way in which actually the logic of these civil rights movements have been adopted by whites increasingly to suggest their own oppression and marginalization, reifying the language of inclusion and merit, and mobilizing it against non-whites. Et donc, si on veut faire un argument plus théorique en reprenant les arguments de Shamus, on peut dire que, d'une certaine manière, les logiques des droits civiques ont été adaptées, reprises par les Blancs, qui les utilisent contre les minorités au nom d'une oppression qu'elles subiraient. Yesterday at the Supreme Court, there was in fact a case argued for a white student who was not granted admission to a school she wanted to attend, and she used the 14th Amendment of equal protection and racial equality to suggest a fundamental violation of her rights. Donc hier à la Cour suprême, les juges de la Cour suprême ont planché sur un cas, sur un dossier dans lequel une étudiante blanche n'avait pas été admise dans l'université de son choix, et elle en appelait au 14e amendement, notamment aux clauses d'égalité de protection et d'égalité raciale, en disant qu'elle avait été discriminée. The important thing to note here, just a quick conclusion, is in parallel with the argument that I've made, that these civil rights movements create an opening of political opportunity structure that can then be adopted by all kinds of classes for their own tremendous benefit. Donc là, ce qui est important ici, c'est que le mouvement des droits civiques a créé une ouverture dans la structure des opportunités politiques qui ensuite peut être adaptée par différents groupes pour avancer leurs intérêts propres. Did I answer your question? Because I was concerned that it's like, we can have... Yeah. Okay. What happened to Chase Abbott? Yeah, do you want to, you can translate Jan's question also. Qu'est-il arrivé à Chase Abbott? He did not go to Yale, which was a great tragedy for him, but went to another outstanding college, but not in the Ivy League. Donc Chase n'a pas réussi à aller à Yale, ce qui est une grande tragédie pour lui, mais il a réussi à aller dans une autre université qui n'est pas dans la Ivy League, et ce qui est... He and I both live in New York. I have seen him since the book. He's read the book. He does not recognize himself in it. Donc Chase habite à New York, et Shamus l'a vu plusieurs fois, il a lu le livre, et il ne se reconnaît pas dans
dans le livre. C'est pas trouvé le point. Ah, he did. Yeah. Oui, c'est d'accord. Eh ben, Moi, ce que je comprends pas tout à fait, c'est de savoir si vous dites dans le livre que Saint-Paul est la seule ou grande institution qui fait cette reproduction de l'élite, ou est-ce que c'est un exemple? Est-ce qu'aux États-Unis, il y en a d'autres? Yes, there are others. Excusez-moi, il y a une deuxième question. Ce qui me gêne toujours un peu, mais ça c'est vraiment la différence entre l'Europe et les États-Unis, je crois, c'est cette histoire qu'on parle toujours de race aux États-Unis, qu'on dit les Blancs, les Afro-Américains. Vous, par exemple, vous êtes quoi? For the first question, it's a member of what's called there's a 10-school consortium, or what an earlier scholar of the elite called the Elite 13, and it's probably one of the top 3 of them. donc il y a Saint-Paul est membre d'un consortium de 10 écoles. Auparavant, il y avait un universitaire qui a dit qu'il y en avait 13, qui sont des écoles d'élite, et Saint-Paul en fait partie. Yes. In the American context, really, yeah. Et c'est l'une des trois plus importantes. In terms of the difference, this key difference, especially of race in the American context, I think a lot of what the book does is argue against a concept developed by a Frenchman of American exceptionalism. That is Tocqueville's argument of just how different the United States was. Donc, sur la question de la différence entre l'interprétation de la race en France et aux États-Unis, l'une des thèses que défend le livre, c'est qu'elle s'oppose à la notion d'exceptionnalisme américain qui a notamment été développée par Tocqueville. Yes, but Tocqueville also raised the key issue that you're raising, which is that at the core of a challenge in American democracy would be the question of race within this moment in time. And I think that much of my argument is possible because of the deep presence of race politically in the United States and the deep absence of class. Donc l'argument qu'avance Shamus est possible dans le livre du fait de l'importance qu'occupe la question raciale aux États-Unis et de la quasi-absence de la question de classe. I'll just say that I'm trying to finish a new book right now that challenges the idea that class has always been absent in the United States, and in fact major